Ça y est, le chapitre 784 est sorti et je dois dire qu'il valait vraiment le coup d'avoir les 2 semaines d'attente. Ishiro Oda, il nous a encore fait un travail de dingue. Ce chapitre, il est énorme, génial, fantastique, etc., etc. Quelque chose de vraiment dingue. Bien sûr, qu'est-ce qu'on apprend dedans? C'est le Gear 4. Le Gear 4 remet en cause pas mal de faits établis par rapport à l'univers de One Piece. Ça, j'y reviendrai plus tard. Et on apprend quelques petits trucs annexes qui sont quand même pas mal importants. Alors c'est sûr, cette vidéo va peut-être être longue, elle va faire je pense au moins les 30 minutes, mais c'est normal, on ne peut pas faire une critique de chapitre en 5-8 minutes sur un chapitre tellement intense. Alors éteignez vos portables, préparez le popcorn, sortez la binouse, parce que c'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 784. On va commencer par Zoro. Zoro est parti de s'occuper de la Birdcage avec Kenjuro et aussi Kinemon. Déjà, il avait promis à Ashruddin dans le chapitre 770, quand il avait foutu le coup de poing qui avait fait valdinguer un ace, un lieutenant, je ne me rappelle plus son nom. C'était le gros là qui faisait Din Din avec le pouvoir de transformer son corps en poids en plusieurs tonnes. Quand le géant fout le coup, puis après qu'il tombe dans les vapes, Zoro est juste à côté, il dit repose-toi, quand tu te réveilleras, la cage aura disparu. Donc je pense qu'il avait vraiment dans la tête de s'en occuper. Et c'est génial parce que ça montre que Zoro a encore un intérêt, il va encore avoir quelque chose à faire. Ça c'est vraiment très très bon. Par contre, il ne se sent pas capable de le faire tout seul. C'est pour ça qu'il demande à Kinemon et à Kenjuro de venir avec lui. Et il utilise aussi le pronom personnel nous. C'est-à-dire que nous ensemble, nous allons nous en occuper. Pourquoi? Je pense qu'il va avoir besoin du pouvoir de feu de Kinemon parce que rappelez-vous, Ace ne peut pas venir brûler les cordes de la Birdcage parce que tout simplement il est coincé dans le sous-sol par rapport à la menace. Il va contrer la menace qui arrive au niveau du sous-sol, donc il va avoir besoin des deux autres samouraïs. Par contre, je ne vois pas en quoi Kenjuro va pouvoir aider par rapport à son fruit démon pour faire les dessins. Je ne sais pas, ça on verra plus tard. Par contre, en parlant de la Birdcage, il y a quelque chose qui me semble un petit peu bizarre. Dans le chapitre précédent, quand Don Flamingo il explique comment il va tuer toute la population de Dressrosa, on voit un passage où il y a la Birdcage qui se réduit et qui coupe des sortes de maisons, des sortes d'immeubles. Donc là, ça fait un peu comme le fil à couper le beurre. Là, il coupe. Alors que là, dans le passage qu'on a dans le chapitre 784, on remarque que la Birdcage s'est resserrée et là fait plus comme un effet de râteau, c'est-à-dire qu'elle ramasse les buildings et elle va faire comme une sorte de compression. Là où je trouve ça pas terrible, c'est que entre le speech de Don Flamingo et les patates qui se prennent dans la gueule qu'on va voir plus tard, il a dû se passer quoi? Il a dû se passer 5 minutes. En 5 minutes, la Birdcage n'a pas pu se rétrécir autant parce qu'à la base, Don Flamingo avait dit qu'il y en avait pour 1 heure. Donc pour moi, j'avais dans l'idée que les sortes de fils étaient encore assez énormes pour pouvoir couper. Donc là, je vois pas pourquoi ils sont rapprochés et qu'ils font comme une sorte d'effet de râteau et qui ramènent toutes les, comment ça s'appelle, tous les débris des immeubles. Et justement, le fait que c'est la Birdcage ramasse tous les immeubles pour compresser tout le monde, ça commence à foutre un petit peu les boules aux mecs du Colisée qui ont décidé de plus rester le cul par terre à attendre la mort ou à attendre que Luffy fasse le travail pour eux et partent faire quelque chose. Je sais pas c'est quoi exactement, mais c'est encore bien que ces mecs-là aient encore une importance par rapport au reste de l'arc Dressrosa. Maintenant, l'autre partie aussi qui m'a bien plu, c'est justement le dialogue entre Cavendish et Law. Premièrement, par rapport au bras que Law est recousu, justement, ça me fait penser qu'on ne voit plus Menchiri et Léo. Pour moi, ils sont sûrement partis essayer de soigner Kyros. Par contre, pour Kyros, on a un petit problème, c'est que sa jambe, il l'a perdue il y a 10 ans, et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui l'ait mis dans le congélateur avec des glaçons pour qu'on puisse lui remettre en ce moment. Donc je sais pas comment Ishiro Oda va pouvoir gérer le coût de la réparation, s'il y a bien sûr réparation au niveau de la jambe de Kyros. Revenons maintenant justement sur le dialogue entre Law et Cavendish. J'ai bien aimé le petit passage où Cavendish essaie d'expliquer à Law qu'une fois que le sang aura circulé, qu'il va commencer à cicatriser. Et là, t'as Law qui répond bah oui, je le sais, garçon,
je suis docteur. Donc ça déjà, ça c'est pas mal. Et après, on voit bien que cet arc a vraiment beaucoup d'importance pour le reste de l'histoire One Piece, car Cavendish dit qu'avec la chute de Doflamingo, ça va vraiment foutre le bordel total au niveau du Nouveau Monde, et justement l'eau comptait là-dessus, et aussi le fait que, vu que Law et Luffy sont les instigateurs, c'est eux qui ont provoqué la chute de Doflamingo, ils sont en ce moment dans l'œil du cyclone, mais une fois que tout va vraiment être mis à jour, ils vont vraiment avoir de la merde, et Law n'a pas l'air d'avoir peur, il comptait même là-dessus, justement par rapport à peut-être Kaido. Donc vraiment plein de choses qui vont arriver, et ça c'est vraiment excellent. Excellent certes, mais c'est rien comparé au Gear 4. Le Gear 4, ce putain de Gear 4, pour en parler concrètement, je ne vais pas pouvoir parler d'un seul coup dessus, je vais essayer de faire des petites étapes. Je vais essayer déjà de faire une présentation du Gear 4 au niveau de la physionomie. Après je vais parler de tout le bouleversement que ça a donné au niveau des Haki. Et après je vais parler de la défense et de l'attaque. Mais enfin ces deux parties là, je vais surtout en parler en analysant un petit peu le combat du Doflamingo et pourquoi il s'en prend autant dans la gueule. Pour l'aspect, on ne peut pas nier qu'il y a une ressemblance avec le Nightmare Luffy. En plus, il y a deux choses qui viennent étayer cette théorie. Premièrement, sur la double page, vous remarquez qu'il y a plein de zombies, et ça c'est sûrement un clin d'œil par rapport à Thriller-Back où il y a l'apparition de justement de Nightmare Luffy. En plus, je ne sais pas si vous allez peut-être m'aider par rapport à quelque chose, il y a une pierre tombale qui est sur le coin en bas à gauche, je crois que c'est la pierre tombale sur laquelle est assis Zoro, il y a marqué le nom d'une personne plus le 944. Alors je ne sais pas à quoi correspond cette date là de 944, et je me demande même si ce ne sera pas une sorte de clin d'œil par rapport au futur chapitre, le 944, où on sera sûrement dans le pays des qu'on s'appelle des samouraïs, où on aura l'explication, vous savez le samouraï zombie qui avait filé, je me rappelle plus son nom, qui avait filé le katana à Zoro. Peut-être qu'il va y avoir un lien par rapport à ce chapitre là, ça sera un truc qui sera à penser plus tard. La deuxième chose aussi qui est un clin d'œil par rapport à Nightmare Luffy, c'est au niveau du chapitre. Là on est dans le 784, oui c'est ça, le 784, et l'apparition du Nightmare Luffy se fait lui dans le chapitre 478. Donc vous voyez au niveau des chiffres, ça fait comme la semaine dernière, il y a une sorte de mouvement au niveau des chiffres, et je trouve que ça c'est une sorte de très bon clin d'œil. Par contre, c'est seulement un clin d'œil sur Nightmare Luffy. Il y a une très grosse différence entre le Nightmare Luffy et le Gear 4 que nous avons maintenant. Par exemple, le Nightmare Luffy lui faisait au moins 6 mètres de haut, alors que là nous avons un Gear 4 qui est aux alentours de 3 mètres, il fait à peu près la même taille que Luffy. Et après, le Nightmare Luffy était tout en muscle parce qu'il avait eu plusieurs personnes à l'intérieur. C'était grâce à l'élasticité du corps de Luffy qui avait pu absorber toutes les toutes les ombres, mais à partir de ça il avait perdu au niveau de sa force de combat, au niveau de son élasticité pour pouvoir envoyer des grands coups ou quoi que ce soit, et il avait acquis des compétences des autres personnes, alors que là ce n'est pas le cas du tout. Là c'est plus une sorte de grosse ballon baudruche que nous avons, mais ça de toute façon je vais l'expliquer plus tard. Perso, moi quand j'ai vu Luffy en Gear 4, ça m'a plus fait penser au personnage du CP9 qui était Kumadori, qui ressemblait un petit peu aux acteurs du théâtre Kabuki. Regardez bien la photo que j'ai mis juste ici, faites une comparaison par rapport à Luffy maintenant en Gear 4, on a vraiment au niveau de la tête, on a vraiment le même faciès, ne serait-ce qu'au niveau de comment il met la main ici. Oui, je sais que c'est quand il fait par exemple un jet pistolet, mais quand il a sa main comme ça, et ça fait vraiment penser aux poses théâtrales qu'ont justement les acteurs du théâtre Kabuki. Et après, regardez bien au niveau des tatouages, comment ça fait, même au niveau de ses bras, au niveau de ses muscles et tout. Moi je trouve que ça ressemble vraiment, et je suis sûr et certain que Ichiro Oda s'est servi de ces personnages de théâtre pour faire son inspiration. Alors c'est sûr, moi quand j'ai vu pour la première fois le Gear 4, quand j'avais pas encore terminé le chapitre, j'ai eu la même réflexion que Doflamingo. What the fuck, c'est quoi cette apparence de Luffy? Quand on avait eu le Gear 2, ça avait été quelque chose d'assez badass. Il avait le poing sur le sol, on voyait après de la fumée, puis on voyait vraiment de la puissance tout de suite. Alors que là, ça a été quelque chose moi il me faisait penser à une sorte de grosse baudruche. En plus je sais pas si vous avez remarqué qu'il va reprendre justement ça, et c'est justement tout l'attrait du personnage, c'est à dire que Luffy déjà c'est un fruit élastique, c'est le fruit le caoutchouc, et au début quand on m'avait expliqué le speech de One Piece, je me suis dit putain, comment veux-tu que un mangaka puisse faire une histoire
qui va aller dans le temps avec un personnage qui a mangé le fruit du caoutchouc. Je sais pas, moi, il a eu un fruit comme par exemple le Mera Mera Numi avec du feu, ou avec la foudre, avec le magma, avec la glace, avec quelque chose qui pète, quoi. Ça aurait vraiment fait un héros charismatique auquel on se serait identifié. Mais justement, Ichiro Oda a toujours pris les gens du contre-pied, a toujours réussi à faire un personnage hyper attachant. Luffy, on l'aime pas parce qu'il a du charisme, pas parce qu'il est super badass, parce qu'il est super sympa, parce qu'il est idiot. Moi, je m'identifie énormément par rapport à ça, par rapport à lui, qu'il a un grand cœur et qu'il va toujours au bout de ses affaires. C'est pour ça que s'identifie à Luffy. On s'identifie pas par rapport à ce qu'il est en aspect extérieur, mais plutôt par rapport à ses valeurs intérieures. Et là, encore une fois, Ichiro Oda nous prend au contre-pied en nous présentant un mec qui ressemble à une sorte de grosse baudruche, des gros bras, des toutes petites jambes et tout. Ça ressemble absolument à rien. En plus, moi j'étais parti pour un full aiki, et puis là il est pas en full aiki, il a seulement que ses jambes et que ses bras. Et bah, comme Don Flamingo, j'en ai pris plein la gueule tout le reste tout le reste des pages. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, pour le système vraiment de baudruche, on voit déjà qu'il enlève ses tongs. Bon, il enlève ses tongs, c'est pas parce qu'il a la peur de les salir avec les débris ou quoi que ce soit. C'est parce que après, il ne se déplacera plus à pied. C'est-à-dire que vous remarquerez tout au long du chapitre, et je pense qu'aussi sur les arcs précédents, Luffy, on ne le verra plus marcher, on ne le verra plus courir au niveau de son Gear 4. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dû créer la compétence du pas de lune, le Gekpu. Et ça, c'est vraiment excellent parce que ça rajoute encore un effet comique. Quand par exemple, il est emporté par son coup et après qu'on le voit rebondir, là les mecs sont là et regardent le combat et disent putain, il y a un mec qui rebondit. Et ça, c'est vraiment excellent. Car même si Luffy a énormément de pouvoir, il a toujours un petit côté ridicule qui nous fera toujours rire en regardant Luffy. Alors maintenant, on va arriver sur la grande partie, sur la grosse partie de cette vidéo, c'est par rapport au haki. Ichiro Oda, grâce à Luffy, vient de remettre en cause tous les faits établis, tout ce qu'on croyait sûr par rapport au haki. On va reprendre un petit peu le haki, l'explication du haki, pour voir vraiment en quoi tout maintenant est changé. Le haki permet à une personne qui possède un fruit démon ou normal de pouvoir toucher le corps d'une personne possédant un fruit démon, paramecia ou alors le logia. C'est ce qu'on voit par exemple à Riley quand il est sur l'île. Il fout une pichenette au front de de Luffy et Luffy se retrouve avec la tête en arrière. Donc pour parer ça, maintenant il y a le haki de l'armement qui permet deux choses, qui permet un renforcement au niveau de l'attaque ou un renforcement au niveau de la défense. Quand Luffy fait un renforcement au niveau de la défense, il bloque par exemple ses abdos, il les contracte et dessus il met une sorte de plaque de haki. La plaque de haki va servir à bloquer, je dis bien bloquer l'attaque. C'est ce qu'on a vu par exemple par rapport à Bellamy quand il envoie le coup par rapport au ressort qu'il arrive dessus, ou même tout simplement quand Don Flamingo lui envoie le coup de pied qu'on verra plus tard. Quand il lui envoie dans les chapitres précédents, Luffy se fait, même avec le haki qu'il a au niveau des abdos, non, c'est vrai que c'était avec les bras qu'il part, même s'il fout du haki au niveau de ses bras pour bloquer l'attaque, il se retrouve quand même catapulté à plusieurs mètres, et c'est Treble qui le protège. Donc là, le haki de défense permet de bloquer et rentre en confrontation par rapport à un haki de l'attaque. Et c'est la personne qui a le plus gros haki de l'armement qui sera supérieur à l'autre et qui pourra infliger des dégâts ou bloquer ou faire que les dégâts soient réduits à zéro. Ça, c'est ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que le haki de l'armement était une enveloppe durcie. Rappelez-vous, quand Luffy envoie un Gear 3, il gonfle ses os, là, ses bras ou ses jambes deviennent énormes, et seulement après, il envoie le haki pour durcir et foutre une plus grande force contendante dessus. Or, ici, c'est l'inverse dans le Gear 4. Dans le Gear 4, il met déjà son haki sur son bras, donc normalement son bras ne devrait pas grossir, et là, il arrive à croquer à travers son haki, foutre de l'air dedans et gonfler. C'est-à-dire qu'il a créé une forme élastique au niveau de son haki. C'est-à-dire que son haki s'adapte à la microseconde au niveau de son bras. C'est-à-dire que si son bras augmente, le haki augmente lui aussi. Et en plus, il permet de garder l'élasticité du corps de Luffy. Pourquoi il est capable de faire ça? Ça a quand même une très grosse conséquence. C'est-à-dire s'il arrive à gérer son haki presque à la micro seconde, ou tout simplement si c'est comme Teach, comme Barbe Noire, ou si c'est un défaut génétique
du Di qui lui permet d'avoir cette capacité, c'est quelque chose d'absolument dingue. Parce que même Don Flamingo, qui lui a une connaissance du haki depuis très 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 longtemps, qui connaît son fruit démon à merveille, il est surpris par rapport au fait que Luffy arrive à rétracter son bras alors qu'il est en haki au niveau de son bras. Je répète encore une fois, normalement quand tu fous du haki quelque part, c'est censé rendre dur, tu ne peux pas le bouger. Quand il fait par exemple un Red Hawks, il envoie son bras en arrière, il fout du haki que jusque là, et c'est cette partie-là qui après est envoyée dans la gueule de l'adversaire. Et le bras ne bouge pas, ne fait rien d'autre, c'est-à-dire que c'est censé le bloquer. Pareil, quand il le fout au niveau de ses abdos, quand il est en gear 2, puis qu'il le fout au niveau de ses abdos pour protéger le cou, le ventre ne rentre pas, ça fait une barrière, ça permet de bloquer. Alors que maintenant, avec le fait que son haki devienne élastique, ça lui permet d'absorber le coup, et ça c'est vraiment excellent. Imaginez par exemple Don Flamingo qui puisse envoyer son haki n'importe où comme il veut au niveau de ses fils. Ses fils vont aller dans n'importe quel sens, lui il va pouvoir foutre son haki en suivant le fil, il va pouvoir découper n'importe quoi. Quelqu'un qui est en full haki devant Don Flamingo, si Don Flamingo il décide de foutre du haki sur son fil et pouvoir le rendre maniable comme il veut, il peut découper n'importe quoi. Et ça c'est vraiment dangereux. Et je pense et j'espère même que Luffy soit le seul à pouvoir avoir cette expertise au niveau du haki, et que ça soit peut-être, comme j'ai dit, un défaut au niveau de l'ADN tout simplement de Luffy, parce que c'est un Di. Alors justement, en ayant cette élasticité au niveau de son haki, c'est-à-dire en gardant toutes les capacités de son fruit démon quand il est quand même recouvert de haki, ça ouvre des portes à des attaques inimaginables. Et là, on a 3 exemples d'attaques qui sont absolument superbes. Et ces attaques étant dues à une version de haki qui n'est connue par personne, c'est peut-être pour ça que Don Flamingo s'en est pris autant dans la gueule. Alors parlons justement de Don Flamingo, et ça va me permettre aussi de faire une explication par rapport aux différentes attaques. Don Flamingo ce n'est pas une merde, et Luffy n'est pas devenu super puissant par rapport à Don Flamingo. Je pense que maintenant il arrive à l'égaler et à faire un jeu égal avec lui. Tout ce qui se passe, c'est que Don Flamingo, on le voit dans un sale état, on se le voit se prendre des coups autant, c'est parce que ses certitudes par rapport au monde qui l'entoure sont un petit peu mis en branle, et il va avoir besoin, et d'ailleurs c'est ce qu'il fait pendant le combat, il va devoir analyser toutes les nouvelles techniques de Luffy pour pouvoir, parer, pour pouvoir trouver une sorte de contre-attaque. Dans ma tête, je pense que Don Flamingo, quand il a vu que Luffy faisait un Gear 4, de toute façon il annonce très fort qu'il y a un Gear 4, je pense qu'il voyait le Gear 4 comme une évolution du Gear 3. C'est-à-dire qu'il est plus petit, mais il va toujours avoir autant de patates, donc quand il voit une attaque, la première attaque lui arriver dessus au niveau du poing, tu vois qu'il essaie qu'il pense qu'il peut parer le coup facilement, parce que vu que c'est une évolution du Gear 4, mais vu que l'attaque est beaucoup plus grosse, dans sa tête, elle n'allait pas avoir autant de punch. Et là où on voit qu'il commence à être surpris, c'est quand on voit Luffy rentrer son poing à l'intérieur de son bras. Là, pour ceux qui font du airsoft, qui font du tir à billes, c'est exactement quand tu prends ta culasse, que tu armes à l'arrière et tu compresses l'air. En foutant son bras à l'intérieur de, en mettant son poignet à l'intérieur de son bras reste quand même assez ferme, donc l'air à l'intérieur ne peut pas partir. Donc l'air est devenu hyper comprimé, le bras rentre, et comme il fout après une impulsion et qu'il envoie le coup de poing, là Don Flamingo est hyper surpris, il ne pensait pas qu'il allait avoir une telle patate. On le voit qu'il protège, et là il se retrouve valdingué à au moins 2 km en train de visiter la base ville. C'est sûr que 2 km à faire un vol plané, ça peut sembler énorme, surtout pour Don Flamingo, un personnage qui a ce charisme, qui a aussi cette puissance. Se voir autant valdinguer, c'est quand même quelque chose de dingue. Je pense que Ichiro Oda a fait ça pour vraiment montrer la puissance qu'a eu Luffy, mais aussi la surprise qu'a eu Don Flamingo. Si Don Flamingo s'était attendu à une attaque de ce genre, je pense qu'il aurait fait peut-être quelque chose avec ses fils pour pouvoir se retenir, une sorte de harnais, enfin quelque chose pour se stabiliser. Là il est carrément pris au dépourvu, et c'est pour ça aussi qu'il valdingue aussi loin. En plus on voit parfaitement qu'il est surpris, c'est parce que quand il arrive dans la base ville, là il y a des sortes je pense que c'est des marines qui disent Don Flamingo, qu'est-ce que tu fais ici? Et là Don Flamingo se relève et il dit c'est ce que je me demande. Alors déjà il arrive à faire de l'humour, ça c'est une sorte de petite ironie, ça montre vraiment que ce personnage est vraiment excellent. Putain, Don Flamingo, plus ça va, plus je l'adore.
Pourtant je le détestais au début, ça c'est sûr. Et ça montre vraiment qu'il est surpris par rapport à l'attaque et qu'il est en train de se ressaisir. Toujours selon les informations que Doflamingo a par rapport à Luffy, ce qu'il pense de sa façon de combattre et de sa manière d'évoluer, il ne... il sait que Luffy ne peut pas voler, c'est quelqu'un qui a besoin de courir pour aller au contact, ou quand il envoie un Gear 2 où il fait des impulsions. Donc là il se retrouve à 2 km, il se relève et il ne pense pas que Luffy va venir vers lui, il pense que c'est lui qui va aller vers, comment s'appelle, Luffy, qui va pouvoir reprendre en main le combat et lui faire voir qui est le boss. Sauf que là, Luffy arrive vers lui, déjà il est hyper stylé là en forme d'avion quand il arrive dessus avec justement le pas de lune. Et ce que je trouve vraiment excellent, c'est encore une fois on voit la surprise de Doflamingo. Regardez bien dans la case avec les lunettes, de toute façon c'est ici. Dans la case avec les lunettes on voit la silhouette, la demi-silhouette de comment ça s'appelle, de Luffy qui arrive à Mach 2 dans la gueule de Doflamingo. Et ça c'est vraiment excellent. Doflamingo a juste le temps de voir Luffy lui arriver en pleine face, il sait qu'il va se passer quelque chose mais il voit pas quoi. Et là Luffy encore une fois arrive à surprendre Doflamingo en faisant une sorte de téléportation, de pas dans l'air pour pouvoir se retrouver juste à lui avec lui et lui foutre un coup après dans la gueule. Et Doflamingo, même avec un haki de l'observation qui est quand même assez évolué pour qu'il ait le niveau qu'il est, Doflamingo, pas Doflamingo, Doflamingo, je trouve que c'est vraiment excellent, ça montre encore une fois, c'est-à-dire que là Ichiroda nous montre encore une fois la puissance acquise par Luffy, le fait que Dofla se prenne le coup sur le côté et qu'il n'ait pas pu réagir montre vraiment la force et la vitesse de Luffy. Bon, Doflamingo, on peut s'amuser 5 minutes avec lui, mais après, ça va être le moment de la contre-attaque. Et c'est exactement ce qui se passe. On sent vraiment qu'il a les nerfs, parce qu'il traite Luffy comme un homme caoutchouc, comme quoi c'est vraiment une merde, mais qui normalement, il ne doit pas avoir cette puissance, et ne doit pas autant jouer avec lui. Donc là, c'est le moment de la contre-attaque. Et là, on voit Doflamingo qui sort des débris, et qui arrive à toute vitesse pour combattre, pour foutre un coup sur Luffy. Luffy d'ailleurs qu'envoie une sorte de punch et Doflamingo maintenant connaît la vitesse de Luffy et arrive à esquiver pour faire le tour et lui envoyer un coup. Et c'est là encore une fois où Doflamingo il a vraiment pas de cul, c'est-à-dire qu'il lui envoie le même coup qu'il lui avait envoyé au chapitre 786 je crois, c'est-à-dire le coup pour paralyser et l'envoyer de côté, c'était le coup qu'il avait reçu Luffy avant de se retrouver dans Treble. Et là le coup arrive justement dans les côtes, dans les côtes sur le côté, les abdos de Luffy. D'ailleurs au passage on remarque qu'il a un haki de l'armement au niveau de ses abdos, chose qu'il n'avait pas au tout début quand il est en Gear 4. Donc ça veut dire encore une fois que Luffy est capable dans le Gear 4 de pouvoir faire du haki à n'importe quel moment. Ça c'est vraiment très bon. Et donc il met du haki pour renforcer mais pas bloquer le coup, c'est à dire que ça fait une sorte de protection malléable, comme une sorte de truc Kevlar mais qui serait un petit peu comme du fil, j'en reprendrais peut-être un petit peu comme les fils des araignées, quand il y a une sorte de gilet pare-balles Kevlar qui permet de se déformer par rapport au coup. Ouais, ça après c'est un détail. Donc ça lui permet de recevoir le coup, et là il ne bloque Luffy, il ne bloque pas le coup de Doflamingo, il absorbe le coup de Doflamingo comme quand il fait un Fuzen, et après l'attaque est absorbée, et plus l'attaque est forte, plus il va le renvoyer fort, et encore une fois, Doflamingo se retrouve carrément à valdinguer à plusieurs mètres. Et ça c'est vraiment dingue, parce qu'on voit parfaitement à ce moment-là Doflamingo complètement surpris. Ce n'est pas les infos qu'il a de Luffy. Là, on le voit dire, normalement, il devrait se rétrécir. C'est-à-dire que dans sa tête, il est persuadé que le Gear 4 est une évolution du Gear 3. Et toutes les informations qu'il a eues, par exemple, à Marineford, par exemple aussi à Shabuadi, il faut savoir que Vergo était de la marine, donc il avait accès à toutes les informations que la marine prend sur les différents pirates, et je pense qu'il y avait un dossier sur Luffy, et Vergo a envoyé ce dossier à Doflamingo, parce que Doflamingo prévoyait justement de neutraliser la future menace Luffy, parce que pareil dans les chapitres précédents, on voit qu'il le suit depuis Crocodile, donc Doflamingo a conscience que Monkey D. Luffy a un potentiel dangereux pour lui, et qu'il faut neutraliser la menace dès son arrivée dans le Nouveau Monde. C'est pour ça aussi qu'il y a eu tout ce combat, c'est parce que
je pense que Doflamingo voyait une menace envers Luffy et il faut prendre toujours la menace à la racine pour plus facilement la détruire. Et là, toutes les infos qu'il avait compilées sur lui se révèlent fausses parce que le Gear 4 le prend totalement à contre-pied. Et encore une fois, le Haki, normalement, est censé bloquer, est censé être dur. Donc le coup que lui envoie Doflamingo aurait dû l'envoyer le valser. Et là, sa contre-attaque est totalement annihilée. Vient enfin la dernière attaque, et la dernière attaque, Doflamingo, encore une fois, ne peut rien faire contre. C'est un truc de malade, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que Luffy avait le bras complètement allongé, et là, il envoie son bras par rapport à des angles. Donc, Doflamingo, et j'en veux pour le Doflamingo, c'est impressionnant. Donc, Doflamingo, cette fois-là, ne peut pas esquiver, ne peut pas anticiper la trajectoire de l'attaque. Je reviens sur le nom justement de cette attaque. Il y a un truc qui est absolument dingue, c'est-à-dire que là, Luffy parle à son bras. Il lui dit Python recherche. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça, c'est Python. Il y a un mot après. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que les parties de son corps, une fois en Gear 4, peuvent avoir une sorte de semi-conscience, peuvent avoir une sorte d'instinct. Là, il envoie son bras comme si il était à tête chercheuse, parce que c'est pas une attaque Python. Le nom de l'attaque, c'est pas Gomuno, Python, quelque chose. Non, là, il dit Python recherche, et une fois que le bras recherche de lui-même et trouve Doflamingo, là après il envoie l'attaque avec cavalerie, je sais plus le nom, je suis désolé, là je suis en plein stress au niveau de la réflexion. Donc c'est quelque chose de dingue, c'est-à-dire que on va peut-être avoir ici quelque chose d'inimaginable, c'est-à-dire que des parties de son corps qui pourraient peut-être être indépendants de lui-même, c'est un truc de dingue. En plus on voit que le bras se tourne par rapport à des effets d'air, encore une fois, parce qu'on voit des sortes de petits nuages de pression qui s'échappent au moment où il y a les angles droits. Donc par rapport à ça, c'est sûr que Doflamingo ne peut absolument rien faire, et c'est pour ça que tout au long de ce chapitre, il s'en prend plein la gueule. Certes, c'est jouissif, mais c'est pas ce qui va se passer dans les prochains chapitres, c'est sûr et certain, car Doflamingo, maintenant, comprend les techniques de Luffy, et je pense que l'un des gros défauts de sa défense, comme on peut voir un petit peu ballon baudruche ou quoi que ce soit, peut-être qu'il va être sensible aux coups coupants, et c'est là où excelle quand même Doflamingo. Donc je pense que les prochains chapitres, on va quand même avoir un ressaisissement au niveau de Doflamingo, parce que c'est quand même pas une merde ce mec, et se faire autant maltraiter, c'est la première fois que ça lui arrive, c'est sûr et certain que ça va lui foutre les nerfs. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y avait à dire par rapport aux attaques et à la défense de Luffy. Maintenant, le nom des attaques ont tous des références par rapport aux animaux. Rhinocéros, Kong par rapport au gorille, cavalerie, ouais, rhinocéros j'ai dit, il y avait même aussi avant, il y avait le grizzly, etc. Donc c'est sûr et certain que toutes les techniques que nous avons vues ici, c'est des techniques qu'il a eues quand il était sur l'île, j'ai plus le nom de l'île, pendant les 2 ans où il était aussi une partie avec Rayleigh. Rayleigh lui a bien dit qu'il fallait qu'il utilise son cerveau, que maintenant qu'il va arriver dans le nouveau monde, et même aussi Crocodile lui avait dit que seule la maîtrise parfaite d'un fruit démon permet à ce possesseur justement de pouvoir aller loin et de pouvoir aussi aller dans le nouveau monde. Donc Luffy a eu quand même 2 ans pour mûrir et pour penser à des attaques. Je pense vraiment qu'il a pris tout ce qu'il a rencontré pendant l'ellipse, avant les 2 ans d'entraînement. Il a dû prendre en compte tous les combats qu'il a fait et tout ce qui était bon à copier. Tous les coups qu'avaient les mecs, là comme on voit les ressorts le coup de rentrer le bras dans son corps, ça fait parfaitement penser à Bellamy, et Bellamy il l'a bien vu avant, il l'a vu sur Jaya, donc il se rappelle sûrement de l'attaque quand il allait dans tous les sens. Après le pas de lune, c'est parfaitement quand il a combattu contre les CP9, où c'était assez chiant parce que les mecs pouvaient se déplacer n'importe où, ils pouvaient toujours être hors d'atteinte. En plus, comme je l'ai dit, en Gear 4, Luffy ne peut plus marcher au niveau du sol parce qu'il est gonflé de partout. C'est surtout l'utilisation de son fruit démon par excellence. Ichiro Oda, cette idée est vraiment magnifique. Donc il a dû forcément penser à une manière de se déplacer. S'il peut plus marcher, il faut qu'il se déplace autrement. Et là, par rapport à des coups de pression sur l'air, ou même par rapport à des jets d'air qu'il peut peut-être avoir au niveau des pieds, je ne sais pas, ça lui permet vraiment de se déplacer à une vitesse très très rapide et lui permet d'avoir un potentiel de dingue. Après, bien sûr, le nom, pour moi, le nom des attaques, c'est sûrement par rapport au monstre qu'il a foutu KO.
Donc par exemple un Grizzly il avait foutu KO quand il avait foutu en guerre 3 et puis qu'il a foutu une grosse patate. Après le rhinocéros, quand il fout un coup de pied avec... Enfin ouais, il fout les coups de pied et il appelle son attaque rhinocéros. Va voir un rhinocéros dans ses pieds. Alors il aurait fait par exemple l'attaque de la grenouille, ça aurait été plus logique parce que ses pieds ressemblent à des grenouilles. Là c'était plus un rhinocéros, donc pour moi cette attaque il l'a utilisée contre un rhinocéros sur l'île. Et en plus il explique qu'il y a eu des bêtes vraiment dangereuses, vraiment incroyables. Donc je pense qu'on va encore avoir plein d'autres attaques dans le futur des chapitres One Piece. La chose maintenant, c'est de savoir quel est le contre-coup. Il ne peut pas avoir une attaque sans contre-coup, sinon il l'aurait déjà utilisé bien plus tôt. Par exemple, dans le chapitre, je ne sais plus c'est lequel, où il y a une permutation entre l'eau et Luffy, quand il voit le Red Hawks dans le ventre de Don Flamingo. Don Flamingo se retrouve catapulté. Là, il aurait pu dire à l'eau, occupe-toi pendant quelques secondes de Don Flamingo. Moi, je fous un Gear 4 en action. Et Don Flamingo, on en a plus parlé pendant au moins 4-5 ans, puis il ira pleurer dans les jupons de sa mère. Enfin, quoi que non, sa mère elle est morte, puis il a tué son père. Mais enfin, ça c'est un mauvais détail. C'est un mauvais exemple. Mais pour moi, le Gear 4 va vraiment avoir quelque chose de vraiment très important au niveau du contre-coup. Et justement, on va voir ce que Ichiro Oda nous a réservé. La dernière chose maintenant avec le Gear 4, pourquoi il ne l'a pas utilisé avant, c'est exactement ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos. C'est-à-dire que contre Odi, il n'en avait pas l'utilité. Odi, pour moi, c'est un poinçon rouge dans un univers de requins. Il était super faible. Luffy l'a laté en moins de 2. Contre le Noah qui tombe, un Gear 4 ça aurait servi absolument à rien parce qu'il n'avait pas la puissance contondante au niveau de ses points pour pouvoir détruire quelque chose de énorme. Le Gear 4 est plus centré sur quelqu'un qui a vraiment une force et une endurance incroyable, parfaitement Don Flamingo. Et après par rapport à Caesar, Caesar c'était quelqu'un de très statique qui comptait surtout sur sa puissance brute. Et encore une fois, un Gear 3 ou un Grizzly Magnum était amplement suffisant. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu le Gear 4 avant. Alors cette critique et analyse de chapitre est maintenant terminée. J'aimerais dédier cet épisode à quelqu'un qui est Anno Mugiwara. J'adore les messages que tu me laisses sur YouTube. C'est super sympa, j'adore énormément. Donc voilà, cet épisode t'est dédié. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On arrive bientôt sur les 500. Je vais faire une petite vidéo là-dessus pour quelque chose qui est en préparation. Comme d'habitude, venez sur mon site onepicepassion.com et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Ah si, avant de terminer, il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine par rapport à la Golden Weeks, donc ça nous recule ça dans 2 semaines. Ça va nous laisser le temps un petit peu de souffler et de bien assimiler ce Gear 3. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, si vous avez des théories, si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!